Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ces rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est dans son atelier que je rencontre le joaillier créateur Hugues Lys. Bonjour Hugues, alors vous vous appelez Hugues Lys et vous êtes bijoutier créateur de la marque éponyme. Exactement. Alors est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous raconter votre parcours et comment vous êtes devenu joaillier? Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas du tout un parcours classique. Moi, je viens d'une famille où il n'y a pas du tout ni de bijoutier, ni même d'artisan. Et à l'origine, je suis ingénieur, je étudie à l'école polytechnique. Et il y a quelques années, j'étais très très loin d'imaginer qu'un jour je ferais ce métier. Donc c'est complètement inattendu. Ça fait longtemps que vous êtes diplômé? Je suis sorti de Polytechnique en 2015, donc ça fait 5 ans. Et après, j'avais enchaîné avec un MBA. Enfin, en gros, j'étais vraiment parti sur une carrière d'ingénieur, double diplôme commerce, vraiment rien à voir avec l'artisanat. Et voilà. Donc en fait, à la suite de ça, j'ai bossé 2 ans. Et déjà, en fait, pendant mes études, j'avais un peu changé de secteur. J'avais commencé par faire du génie civil. Après, je me suis déjà un peu reconverti à l'époque en me formant moi-même dans les métiers de data science, intelligence artificielle. Enfin, déjà à l'époque, je me cherchais un peu, j'avais du mal à trouver Mais c'est quand des même des choses qui me choses plaisaient, quoi. très intéressantes Ouais, aussi. c'était hyper passionnant, mais en fait, c'était toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'en gros, ça m'éclatait pendant quelques mois de découvrir le truc, d'apprendre. Et très rapidement, dès que ça devenait répétitif, ça me gonflait, j'avais envie de faire autre chose. J'ai besoin de nouveautés tout le temps, de défis, et je ne veux pas prétendre avoir fait le tour de ces domaines-là qui sont hyper complexes, mais disons que quand j'avais vu le principal, assez vite, ça m'intéressait plus beaucoup. Au-delà du contenu, il y avait surtout toute la manière de travailler, le cadre de travail. Tu vois, en étant ingénieur, j'étais un peu condamné à bosser dans un bureau, dans un immeuble, à horaire fixe, à travailler beaucoup, même si tout en étant bien payé. Je me suis rendu compte assez rapidement, au bout de ces 2 années-là de boulot, que ça me convenait pas, j'étais pas du tout heureux et tout. Et du coup, j'avais pas du tout prévu de reconversion ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, ça m'a saoulé du jour au lendemain. Je me suis barré de mon boulot sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire derrière, mais vraiment. D'ailleurs, enfin, je connais beaucoup de gens, tu vois, dans mon ancien entourage, qui se retrouvaient dans la même situation. Tu démarres hyper motivé, et en fait, on te demande beaucoup de toi, tu te fais... Enfin, voilà, il y a pas mal de déceptions qui s'empilent, et en plus, on travaille beaucoup. Et voilà, du coup, je suis parti, je savais pas du tout ce que je voulais faire, et j'ai eu la chance d'avoir un boss qui était quand même sympa à l'époque et tout, avec qui j'avais négocié une rupture conventionnelle. Donc, Dieu merci, on est en France, et le chômage, ça m'a permis d'avoir une période super importante en fait dans ma vie, enfin sans laquelle je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. À l'époque, je m'étais dit que je me laissais 3 mois pour réfléchir un peu à ce que je voulais faire, tu vois, on était en fin d'année, je m'étais dit allez, dans 3 4 mois, je recherche du boulot, je refais un truc. Et en fait, pendant ces 3 mois-là, je me suis rendu compte que je pouvais pas du tout retourner à un truc similaire, quoi. Donc en fait, j'ai tendu les 3 mois à 1 an, je me suis dit, je prends 1 an pour faire ce que je veux, tout ce qui me passe par la tête, n'importe quoi, enfin tout ce que j'avais pas le temps de faire avant, quoi. C'était la meilleure décision de ma vie, quoi. Déjà pendant mes études, je faisais pas mal de choses à côté. Tu vois, j'avais même à Polytechnique, on avait la chance d'avoir des super bons profs de cours de dessin, de peinture. J'avais fait de la gravure, tu vois, j'avais adoré tout ça. Oui, c'est une école en fait assez complète alors. Ouais, c'est hyper complet. En tant qu'école d'ingénieur, c'est hyper complet parce qu'on étudie pratiquement toutes les disciplines, tu vois. Moi, j'ai fait de la mécanique quantique, des maths, de la biologie, de l'économie. Enfin, on touche vraiment à tout. Je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup servi après même dans ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment une école où on nous apprend à apprendre. Et le but, c'est en gros de pouvoir prendre quasiment n'importe quel sujet et d'avoir un socle de connaissances tellement large, tu vois, que assez rapidement, tu peux te mettre dans le truc et même te spécialiser assez vite dans un truc, quoi. Et Et c'est c'est pas une école publique où après tu dois un peu à l'État? Si, c'est une école publique et c'est une école militaire, surtout, toujours. La première année, on fait une sorte de, enfin, l'équivalent du service militaire, en fait, de l'époque. J'avais adoré ça, c'était trop bien. J'ai fait 3 mois de classe à Saint-Cyr et après j'avais bossé dans les renseignements pendant 6 mois. Et effectivement, en gros, soit après tu restes dans la fonction publique pendant, je sais plus, 5 ou 10 ans, un truc comme ça, ou sinon tu rembourses les frais de scolarité. Enfin, en fait, tu rembourses la solde qui t'est versée. C'est assez logique, quoi. En gros, t'es militaire, t'es payé pendant la scolarité, et si tu restes pas dans le public derrière, bah, tu rends l'argent qu'on t'a donné, quoi. Ouais, du coup, c'était super bien. Pour revenir à ces histoires d'activités artistiques, c'est vrai que moi, j'adorais ça, tu vois. D'ailleurs, c'était les seuls cours où je restais à la fin discuter avec les profs pendant 2 heures, les cours de gravure, alors que tous les autres trucs, ça m'intéressait, mais ça me passionnait jamais vraiment, tu vois. Et les autres aussi, ils étaient un peu intéressés ou t'étais un peu Ah un non, non, alien? non, j'étais un extraterrestre, je comprenais pas. C'est marrant, tu vois, dans une école d'ingénieur, les trucs artistiques, c'est un peu les trucs de glande de la semaine, tu vois. Les gens,
C'est un peu la pause et moi vraiment j'attendais ça toutes les semaines. Et surtout moi en fait je suis arrivé en école d'ingénieur enfin par défaut. Enfin bon j'ai quand même bossé comme un malade, tu rentres pas à Polytechnique sans bosser, j'ai énormément bossé en prépa et tout. J'ai suivi un peu le truc classique de j'étais bon à l'école, j'étais bon en sciences, je savais pas trop quoi faire donc on te dit vas-y fais ça, ça Mais au t'ouvrira final, toutes les ça t'a quand portes. même ouvert des portes Ouais pour c'est le vrai, coup. mais pas du tout de la manière dont je m'attendais tu vois. Ça c'était vraiment génial. De toute façon, s'il y a un truc que je retiens moi de mes études et tout, c'est que vraiment le plus important, c'est se faire des potes, les connaissances et les choses qu'on apprend concrètement quoi. Vraiment apprendre des choses. Et il y a plein de choses que j'ai appris là-bas et qui me servent aujourd'hui dans toutes les activités annexes au fait de fabriquer des bijoux. Tous ces trucs artistiques, j'ai toujours adoré. Mais par contre, j'étais tellement dans mon tunnel de je vais devenir ingénieur, machin, salarié, responsabilité, salaire et tout, que j'ai jamais pris ça au sérieux. Tu vois, j'étais vraiment dans le truc de les trucs artistiques, c'est impossible d'en faire sa vie, on gagne pas d'argent, c'est galère. Et même dans ce que je faisais dans tous mes dessins, même quand je faisais de la gravure et tout, je faisais que de la reproduction d'autres œuvres. J'étais pas du tout dans un truc de création à l'époque. J'aimais vraiment la technique et tout ça. Vraiment, j'aimais bien faire un truc parfait. Je m'autorisais pas du tout à créer et à imaginer pouvoir faire ça sérieusement. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps en fait, quoi. Juste, Alors du coup, comment ça t'est venu d'être joaillier après ces 1 an où tu ben, réfléchis? c'est vraiment complètement fortuit. Ça devait être 6 mois après avoir démissionné de mon ancien boulot, dans cette espèce d'année bizarre où je passais mon temps à faire, tu vois, je regardais des documentaires, je faisais des expos, je redessinais un peu, je faisais des trucs et tout. Et à un moment donné, j'ai retrouvé une vieille bague, mais c'est vrai ça, que j'avais quand j'étais ado, tu vois, genre quand j'avais 14-15 piges, j'avais quelques bagues en argent, un peu style rocker, machin, que j'ai arrêté de porter, tu vois, quand j'avais commencé à devenir sérieux, à être ingénieur et tout à Paris, quoi. Et j'en ai retrouvé une, j'ai retrouvé avec genre le ticket du magasin où je l'avais acheté, et bah voilà, je me suis tapé un délire, je suis retourné dans la boutique, mais juste comme ça pour voir même si la boutique existait encore, parce que ça faisait 10 ans, un truc comme ça. Et en fait, j'ai trop kiffé, j'ai acheté des bijoux là-bas, je suis ressorti avec 3 bagues et tout, et j'ai trop adoré. Et comme j'étais dans un moment où j'avais du temps et que je suis hyper curieux, bah en fait, j'ai commencé à me dire putain, mais comment c'est fabriqué ces trucs-là et tout. Tu vois, à l'époque, j'imaginais que tout était forgé. Enfin, j'avais aucune idée des techniques de fonte à cire perdue, de tout ça. J'ai commencé à regarder plein de vidéos sur YouTube. Je suis tombé sur l'énorme masse de gens sur Internet qui montrent comment ils bossent et tout. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que bah, c'était possible de tester, voilà, d'essayer de faire un truc moi-même, quoi. À part la cire perdue, surtout à l'époque. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc quand tu as retrouvé cette bague, c'était quoi comme style de bague et est-ce que c'est toujours ton univers artistique ou pas du tout? Alors, ouais, bah la bague, faudrait que je te la montre. C'était un Ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue en argent. Je l'ai acheté ça dans une petite boutique qui s'appelle La Mandragore à Paris, rue Saint-Placide, là. Et en fait, ça m'a amusé. J'ai commencé à racheter pas mal de bagues là-bas, des trucs un peu extravagants. Enfin, je cherchais toujours des trucs assez particuliers. Tu vois, j'avais une grosse bague avec une tête de lapin de 5 centimètres. Et je trouvais ça vachement marrant, en fait, déjà de trouver un croisement. Comment dire? En fait, j'ai un peu du mal avec les trucs très clichés dans les bagues d'hommes. Et je vais un peu extrémiser, mais je trouve qu'il y a d'un côté la mode biker un peu agressive, tu vois, avec toujours les éternels bagues crâne, les têtes de chèvre, je sais pas quoi, enfin tu vois, les trucs un peu gothiques, que moi je trouve un peu trop agressif, enfin ça correspond pas du tout à ma personnalité. Et de l'autre côté, un truc très minimaliste, avec que des anneaux très simples. Moi, les deux me correspondaient pas, parce que j'avais envie d'exprimer un truc, et moi, ça me va pas, tu vois, de juste porter un anneau ou un truc. Bah, ça se voit dans ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et d'un autre côté, je me reconnaissais pas du tout. Enfin, je l'ai fait pendant un petit moment, mais très vite, ça m'a gonflé de porter voilà, des trucs vraiment un peu clichés, rock et tout, qui sont un peu les mêmes bijoux depuis les années 70-80. Moi, il me manquait un truc qui soit à la fois élégant et pur et bien fait, comme il y a un peu dans les bijoux minimalistes, et qui soit en même temps hyper expressif et qui montre vraiment enfin, voilà, une part de ma personnalité, comme dans les trucs un peu rocker, mais que je trouvais, souvent, c'est pas très bien réalisé, parce que c'est des bijoux qui sont pas forcément très chers. Puis voilà, c'est un peu des thèmes qui tournent en boucle. Donc voilà, en fait, assez rapidement, j'ai commencé à chercher bah, des choses que je trouvais pas, et c'est comme ça que j'ai commencé à fabriquer des trucs pour moi à la base, quoi. Et en fait, dans le fond, c'est toujours ce que je fais aujourd'hui, sauf que je les vends en parallèle. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, quoi. Ça représente quoi tes bijoux? Pour moi, les bijoux que je fabrique aujourd'hui, Oui, en termes de artistiquement. bah, c'est très bizarre parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai une idée pour créer un nouveau bijou, c'est toujours a posteriori, une fois que je l'ai fini, et parfois des semaines plus tard, que je comprends pourquoi je l'ai fabriqué. C'est-à-dire que j'ai des idées, un truc qui me vient, je le contrôle pas du tout, et j'ai absolument envie de le faire et tout. Mais je sais pas pourquoi à la base, c'est vraiment tu vois, un truc qui sort intuitivement. Et en général, après, je finis par me rendre compte de pourquoi et tout. Par exemple, tu vois, quand j'ai fait ma bague, la tête d'automate avec les yeux qui clignent et tout, c'est une des premières que j'ai faites et que j'ai vendues, bah, je me suis rendu compte que je pense que ça exprime une partie de ma vie, justement, peut-être quand j'étais ingénieur et tout ça, où j'étais dans cette carrière un peu toute tracée, où j'avais l'impression d'être pris dans un truc un Ouais, peu un automate. mécanique, d'être un peu un robot. Et en fait, ce que je trouve super cool dans cette bague, c'est que bah, déjà, elle représente ce truc-là, tu vois, elle est vivante, mais comme un robot, tu vois, c'est un peu bizarre. Et en plus, comme elle est poly-miroir, bah, tu te vois dedans, et il y a le côté miroir, robot, machin, tu vois. Ah oui, c'est hyper Et complexe et recherché en fait.
c'est pas recherché au sens où je me suis pas pris la tête pour trouver un concept et après réaliser un bijou Oui, mais en par-dessus, tu fait, vois. c'était inconsciemment que c'était Ouais, recherché c'est ça. et Je sors des trucs avec des bijoux et c'est derrière que tu que vas je comprends comprendre pourquoi que j'ai fait tout a un ça. sens. Mais je suis pas du tout dans un truc intello de me dire je veux représenter le côté Mm. mécanique de la vie, donc je vais faire une bague. C'est pas du tout dans cet ordre-là que ça marche, quoi. J'ai déjà essayé de le faire dans cet ordre-là et ça marche pas du tout. En tout cas pour moi, quoi. Bah, faut juste suivre son instinct, quoi. Ouais, Et alors, exactement. quand tu l'as fabriquée, cette bague, comment t'as fait bah, pour te former? Ben, en fait, c'est allé super vite. C'est-à-dire que, bah, déjà, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai l'habitude d'apprendre et d'apprendre par moi-même. Moi, je trouve ça génial, en fait, ce qui se passe depuis 10 ans sur Internet, tous les MOOC, les e-learning, et même de manière beaucoup plus basique, juste les gens qui montrent comment ils travaillent sur YouTube. C'est un truc qui n'existait pas il y a 10 ans. Je veux dire, il y avait déjà YouTube il y a 10 ans, mais il n'y avait pas la masse de contenu qu'il y a aujourd'hui. Et mon apprentissage, moi, il y a eu plein de formes différentes. Grosso modo, j'ai commencé, j'étais vraiment tout seul et je regardais quasiment que des trucs sur YouTube. C'est-à-dire que dès que j'avais besoin d'apprendre une technique enfin, quoi que ce soit, la sculpture de la cire ou quoi, en général, je recherchais sur YouTube toutes les vidéos, je regardais toutes les vidéos des gens qui montraient leurs trucs. En général, ça va assez vite, tu vois, quand je sais pas, tu tapes Ouais, mais mine de sculpture de rien, la cire, tu as cire, peut-être oui, 30 oui, mais la vidéos. cire, il faut savoir qu'on fait des bijoux en cire, enfin, avant de pouvoir Ouais, savoir où chercher, tu veux dire, avant même oui, d'apprendre, et puis quoi. comprendre un peu comment ça marche, et après, effectivement, tu te perfectionnes et tu comprends. Enfin, Pendant peut-être un an, je connaissais aucun bijoutier, je connaissais personne, tu vois, c'est fou. Mais c'est dingue en fait, c'est vraiment. Je pense que c'est pas mal sur YouTube que ça s'est passé tout ça. Ça a l'air con dit comme ça, tu vois. Pour moi, c'est. Enfin, ils apprenaient comment les gens avant, tu vois, le modèle maître-apprenti, t'as quelqu'un qui sait bosser, qui te montre un truc, et tu regardes, et après tu essayes de faire pareil. Bon, après, le problème sur YouTube, c'est qu'il te manque la partie conseil de pouvoir poser des questions. Mais ça, je le fais d'une autre manière. Mais voilà, en fait, c'est pas si éloigné de la manière dont le savoir se transmettait avant. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est que des choses fausses, bah il y a des peut-être. choses, ouais, parfois on te montre des trucs qui sont pas les bonnes manières de faire, quoi. Donc c'est pour ça que systématiquement, dès que je voulais découvrir un nouveau truc, je regardais toutes les vidéos. Je faisais ça comme un travail, tu vois. Je faisais la liste parfois des étapes pour les trucs un peu complexes, par exemple quand j'ai appris à fondre. Bah, je regardais plein de fois tout le processus. Je faisais une sorte de checklist de toutes les étapes et tout, parce que vraiment au début je comprenais rien. Enfin, tu vois, j'étais loin de connaître tout ça. Et j'essayais de voir un peu ce que les gens faisaient tous de la même manière, ce qui me permettait de voir un peu quand il y avait des gens qui faisaient des trucs bizarres. Tu vois, quand il y a un mec qui est le seul à faire un truc que personne d'autre ne fait, tu te dis, bon, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Donc il y a ça, et après expérimenter, quoi. Moi, très très vite, enfin, j'ai investi dans le strict minimum toujours du matos nécessaire, pour pas non plus dépenser trop d'argent Ouais, voilà. Est-ce et que après du se coup, pour bloquer être derrière. bijoutier créateur, là, donc toi, tu fabriques tout toi-même, donc l'investissement matériel, c'était gros ou en fait, c'est quand même accessible à... Bah, c'est ni petit ni très gros, c'est-à-dire que Ouais. c'est pas un budget hobby, ça représente quand même quelques milliers d'euros pour moi pour se lancer. Mais après, c'est pas non plus comme ouvrir un resto ou je sais pas quoi. Je pense que pour donner un ordre d'idée, je pense qu'aujourd'hui, tout le matériel que j'ai investi depuis le début, ça représente peut-être un truc genre ouais, peut-être 5 ou 6 000 euros au grand maximum, tu vois. Ce qui est une somme, enfin, mais c'est un Mm. truc qui s'économise facilement quand tu as un Oui, salaire, ou de prendre etc. un emprunt, Ouais, ça voilà. demande pas, ouais. Ok. Donc c'est pas énorme. Par contre, faut être malin, c'est-à-dire que les 5 ou 6 000 euros, j'aurais pu les dépenser dans une machine, tu vois. Et moi, ma politique, c'est toujours la même, c'est-à-dire qu'en gros, j'achète de la très bonne qualité pour les outils qu'ils demandent, pour les trucs un peu complexes, typiquement, enfin, tu vois, les limes, les trucs qui servent beaucoup, ou alors les trucs où vraiment il y a besoin d'une précision. Typiquement, pour mon petit atelier de fonderie, mon four, j'ai pris un truc super bien. Tu vois, vaut mieux investir beaucoup d'argent à un moment donné pour avoir du bon matériel, où ton Parce que si processus, c'est il va pour être faire un nickel. truc de mauvaise Ouais, qualité c'est et ça. qu'après tu passes des heures à le Ouais, voilà, refaire, ou une fois sur deux, ton truc sera raté, tu vas devoir recommencer. Donc voilà. Mais par contre, sur tous les outils basiques, je prends parfois de l'entrée de gamme, ou ça m'est arrivé d'acheter des trucs, des machines chinoises et tout, qui en vrai, parfois sont super bien, tu vois, et qui coûtent parfois un dixième du prix des trucs fabriqués en Europe et tout. Bon, c'est vrai que d'un point de vue éthique, je préférais grave acheter tout en Europe, mais à un moment donné, c'était soit je me lançais en faisant voilà. comme ça, Donc on fait aussi ce qu'on peut. ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a Donc, des outils que tu fabriques toi-même ou pas? des outils que j'ai vraiment fabriqués moi-même, je réfléchis, mais non, enfin, à part quelques bidules, tu vois, pour sculpter la cire ou des choses comme ça. Ouais. Par contre, un Oui, truc que j'ai fait, que tu adaptes un peu pour ouais, voilà, toi, quand t'as tes... besoin d'une petite pointe très particulière, d'une forme particulière. Mais non, sinon, j'aime bien acheter un truc bien parce que, je veux dire, il y a l'argent et il y a le temps, et souvent, en fait, t'as l'impression de, je sais pas, je vois pas mal de gens parfois qui font ça, et moi, je pense que c'est dommage parce que parfois tu veux économiser 20 balles et en fait ça va te prendre 3 jours et en plus ton truc à la fin sera pas terrible
Et du coup, l'argent que tu gagnes, tu vas perdre vachement de temps derrière. Donc la plupart du temps, je préfère vraiment Ouais. acheter un truc bien et être tranquille, quoi. Le seul truc que je fabrique moi-même, tu l'as vu, c'est mon établi. Ah bah Et oui, ça, donc effectivement, tu c'est... fabriques quand même. Enfin, Ouais. c'est quelque chose d'important et de compliqué. Et ça, il y a deux raisons. La première raison, c'est que je trouve ça vachement moins cher de fabriquer son propre établi. En plus, c'est cool parce que du coup, tu fais ton truc sur mesure exactement par rapport à l'endroit où tu bosses et tout. Et puis, je veux dire, On n'est c'est jamais pas... mieux servi que par soi-même. Exactement. Et puis, pour moi, c'est pas sorcier. A priori, pour moi, quelqu'un qui sait fabriquer des bijoux, il sait fabriquer un établi, je veux dire. On est tellement à un niveau de précision qui est extrême que découper quelques planches, mettre trois vis, et, tu vois, c'est pas... Je C'est pense que ça. c'est à la portée de la plupart des bijoutiers. On peut faire un truc vraiment... fabriquer exactement ce dont on a besoin. Et surtout, moi, je trouve ça hyper agréable en fait de fabriquer son propre poste de travail à son goût. Tu vois, moi, j'ai vraiment designé mon établi, il est noir, ça représente c'est comme mon univers. Et surtout, l'établi, c'est un endroit auquel on passe tellement de temps quand on est bijoutier. C'est hyper important de faire un truc qui nous ressemble, qui soit agréable. Je pourrais pas juste bosser sur une vieille palette ou, ou un truc moche, quoi. Ça, je pense que ça contribue vraiment à tout ce qui nourrit l'inspiration, la créativité et tout Ouais, ça d'être derrière, bien quoi. dans ton environnement. Ouais. Et tu as besoin de beaucoup d'espace alors pour exercer ton métier ou pas Et bah, pas forcément? du tout. Pas du tout. Maintenant, je peux l'avouer parce que j'ai changé, mais pendant très longtemps, j'ai bossé dans un placard dans mon ancien appartement. Et le placard, je sais les dimensions parce que j'avais fabriqué mon établi à l'époque, mais il faisait 50 centimètres de profondeur, 80 centimètres de large, et je faisais tout là-dedans. Je m'étais fabriqué un tout petit établi et je faisais tout là-dedans. Alors, d'un côté, c'était marrant parce que c'était vraiment. Enfin, maintenant, c'est un beau souvenir, tu vois. Parce que c'était vraiment le cliché du Parce que début tu un peu étais plus galère et dedans. tout. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que ça se voyait pas du tout de l'extérieur. J'avais plein de clients qui me commandaient des trucs et on discutait sur Instagram ou par mail. Et ils étaient là, je peux passer vous voir à votre atelier et tout. Et j'avais dû dire, mais si tu savais, si tu savais, mon atelier, c'est un petit placard dans ma chambre, quoi, en mode Harry Potter. C'était très chiant, en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire sans place, mais par contre, à un moment donné, il faut avoir de la place, quoi. Parce que, en soi, on n'a pas besoin de beaucoup de place pour bosser à l'établi. Mais à un moment donné, le matériel, ça prend pas mal de place. J'avais des placards qui étaient remplis de matos. Et c'est vrai que c'est déjà assez dur parfois de se motiver pour aller bosser quand tu sais qu'à chaque fois tu dois tout sortir, puis à la fin tout ranger, tout nettoyer et faire ça tous les jours, rebelote. Ouais, du À un coup moment là donné, c'est c'est pas vraiment un possible. gain de temps d'avoir de la... Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout de pression, de motivation. Donc, il n'y a pas du tout besoin de beaucoup de place pour commencer. Mais à un moment donné, si on veut bosser de manière professionnelle sans trop s'emmerder et tout, il faut un peu de place. Et aujourd'hui, mon atelier, tu vois, il doit faire, je sais pas, ça doit faire 7-8 mètres carrés, un truc comme ça. Et là, pour le coup, je suis super bien, je suis bien installé et tout, quoi. Donc, Et pourtant, du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu fais donc ta fonte toi-même. Et ouais, ça prend de la place. Comment ça marche? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? la fonte, alors le problème de la fonte, c'est pas tant la place, ça demande quelques machines. Grosso modo, pour faire de la fonte, pour moi, il faut trois choses primordiales. Il faut un four pour cuire les cylindres en plâtre. En général, c'est le plus gros investissement et ce qui prend un peu le plus de place. Après, il faut un système de coulée, soit un truc centrifuge, soit une table de coulée sous vide pour retirer les bulles dans le métal fondu. Et après, moi, j'utilise un creuset électrique pour fondre le métal pour bien maîtriser la température de fusion plutôt que de le faire au chalumeau. Donc, grosso modo, je fais toute ma fonte avec juste ces trois trucs-là. Ça prend pas énormément de place. À chaque machine, c'est des blocs de, je sais pas, 40 centimètres, un truc comme ça. Le problème, c'est plus niveau thermique, comme c'est des trucs qui chauffent beaucoup. Il faut Jusqu'à avoir combien? l'emplacement. Bah, le four, le creuset électrique, il chauffe à 1000 degrés et quelques à l'intérieur, tu vois. À l'extérieur, c'est quand même vachement chaud, même si c'est bien isolé. Ça doit atteindre les deux 300 degrés parfois. Donc il faut quand même Donc, faire attention en termes de ouais, sécurité, par c'est plus exemple. ça. La contrainte pour moi, c'est plus ça. Moi, je suis en train de me faire un emplacement justement avec des parois métalliques, etc. Pour Faut pas foutre le feu maîtriser. partout. C'est pas un truc que tu peux poser sur ton parquet quand tu es dans un appartement avec des voisins au-dessus en dessous. Enfin, faut pas faire n'importe quoi. Quand j'étais en appartement, je le faisais, j'étais au rez-de-chaussée à l'époque et je faisais ça sur ma terrasse dehors et tout. Enfin, faut vraiment faire super gaffe parce que c'est super chaud et c'est con, mais un creuset rempli de métal en fusion et qui se casse, qui tombe, c'est super dangereux, quoi. Donc pour moi, c'est ça la plus grosse contrainte, c'est surtout d'avoir un emplacement sécurisé par rapport au feu, au-delà de l'espace que ça prend. Mais sinon, c'est tout à fait faisable, hein. Et alors la fonte, c'est marrant parce que moi j'ai galéré au début à faire des allers-retours dans des fonderies. J'ai trouvé ça insupportable personnellement de passer par des sous-traitants. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je fais tout moi-même. Je suis un peu extrémiste sur ça. Mais vraiment, je trouvais ça hyper désagréable. Alors je suis peut-être pas tombé aux bons endroits, je sais pas. Mais déjà, je trouvais que ça coûtait très cher par rapport au fait de faire les choses soi-même. Et surtout, j'avais des gros problèmes sur les délais,
Le nombre de fois où je me suis déplacé, on me disait que c'était prêt, j'arrivais, c'était pas prêt, fallait repartir, revenir. Enfin, j'ai eu plein de fois des petits trucs comme ça qui m'ont rendu assez fou. Et du coup, moi, dès que j'ai un problème, ça c'est marrant, c'est un truc que j'ai ramené, je pense, de l'époque où j'étais ingénieur. J'ai toujours un peu le réflexe d'essayer d'internaliser au maximum toute ma production, parce que en général, de manière générale, ça marche pas tout à fait pour tout, mais c'est un gain de temps et d'argent, quoi. Est-ce que c'est long quand tu fais ta cire, enfin ta fonte, pardon, Mais de pas ta du cire? tout, pas du tout. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, mes systèmes, les systèmes Dieu et tout ça, j'aurais pas pu le faire, je pense, si j'avais dû passer par des prestataires extérieurs. Parce que en fait, moi, quand j'ai commencé à avoir des soucis, que j'aimais pas trop la manière dont ça se passait avec les fonderies, j'ai calculé à peu près combien ça me coûterait, moi, de m'équiper en matériel. J'ai comparé au prix, tu vois, qu'on me vendait la fonte. Pour te donner une idée, je crois que ça m'a coûté... Enfin, c'est une grosse partie de mon investissement d'atelier. Mais je crois que j'en ai eu pour 2000 ou 2500 euros max pour mon matériel de fonderie, quoi. Je tire une centaine d'exemplaires assez rapidement, tu vois que ramener au coût de la fonte, c'est rien du tout. Sachant que derrière, les coûts de fonctionnement, c'est pas grand chose. Tu vois, en électricité, j'ai calculé, c'est peanuts quand tu as du bon matériel en fait. Et en termes d'apprentissage, pour faire quelque chose de qualité, est-ce que c'était long de comprendre comment ça fonctionnait? Non, honnêtement, pas du tout. Moi, il faut que je fasse attention parce que je suis biaisé au sens où quand j'étais à Polytechnique et en prépa et tout, j'ai quand même fait beaucoup de chimie, beaucoup de thermodynamique et tout, et je sais Donc très tu très te rends bien. pas compte effectivement de toutes les connaissances que Ouais, tu c'est as. ça. Et du coup, je sais quand même très bien exactement ce qui se passe dans tout le processus de la fonderie. Et ça m'a permis très très rapidement. En fait, pour être honnête avec toi, mes fontes, elles ont été quasiment nickel les premières fois, quoi. Bah, j'ai eu pas mal de travail pour être sûr de moi pour lancer le truc. Parce que l'Ardouin, c'est quand même assez dangereux. Je veux dire, faut pas faire ça n'importe comment. Mais j'ai vraiment fait ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai regardé le plus de contenu possible sur les gens qui faisaient ça. Sur la fonderie, je te jure, je me suis fait vraiment une checklist, mais comme les pilotes en aviation, tu vois. Je m'étais fait une liste sur mon portable avec des bullet points à cocher. Et sur tout le processus, je checkais pour être sûr de rien oublier. Et ça, je l'ai peaufiné plein de fois et j'ai tout vérifié. Et seulement quand j'étais vraiment sûr de moi à 99%, je me suis lancé, j'ai fait mon premier test. Et ça a marché en fait, quoi. J'ai eu deux trois ajustements, tu vois, sur des micro-défauts, à un moment donné, par rapport à ton matériel, il faut tester un peu des plages de température. Mais honnêtement, j'ai jamais raté une fonte et pour parfois en faire un peu en sous-traitance pour des potes bijoutiers qui ont besoin d'un dépannage par-ci par-là, ils sont hyper contents de la qualité. J'ai un ami qui fait beaucoup de gravures pour qui je fais des fontes et il me dit que niveau densité et tout, les trucs que je fais, c'est vachement meilleur que des trucs qu'il fait en fonderie. C'est pas pour me lancer des fleurs, je veux dire, mais moi quand j'ai voulu faire ça, on m'a dit que c'était impossible. Tu vois, j'allais dans des boutiques pour acheter du matos et limite, les vendeurs me disaient, mais vous êtes fous, être fondeur, c'est un métier, c'est des années d'expérience, c'est des machins. Moi, honnêtement, entre le moment où j'ai décidé de m'y mettre et le moment où j'ai sorti ma première fonte propre, il s'est passé, je crois, un mois et demi. Le principal du temps, c'était juste d'attendre que les machines arrivent, en fait, quoi. Donc, oui, c'est possible. Et en termes d'or, dans le sens, est-ce que tu as pas mal de pertes de métal? Mais non, pas du tout, parce que c'est génial, en fait. À partir du moment où tu fais ta fonte, en fait, tu recycles tout ton métal toi-même, quoi. Donc, après, il faut bien calculer ses proportions. Si, pour l'or, c'est un peu plus, mais en fait, en se débrouillant, en mélangeant du métal neuf et du métal nettoyé des fontes précédentes, il n'y a pas besoin, il y a Voilà, pas c'est besoin ça ma d'avoir question. un... En termes de trésorerie, t'as pas besoin d'avoir Non, un peu un fonds de roulement d'or assez important, quoi. non, non, pas du tout. Pas du tout, juste le nécessaire. Je fais attention à ça, parce que c'est vrai que je pourrais rapidement me bloquer quelques milliers d'euros en or, mais non, j'ai tendance à tourner sur le strict nécessaire. Et honnêtement, c'est pas tant que ça, quoi. Énorme avantage, c'est que niveau délai, tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, bah, je peux finir une cire dans la journée. Ça, je l'ai déjà fait plein de fois, hein. Je mets le moule à cuire le soir, le lendemain matin, je la coule et tu vois, 12 heures plus tard, j'ai ma bague finie, je peux la polir et en 24 heures, je peux fabriquer un bijou en cire perdue, terminé, le livrer au client le soir quasiment. Et ça, c'est génial, surtout en fait pour expérimenter, tu vois, sur les modèles un peu complexes, ça m'a permis de faire des prototypes hyper rapidement. Mes bagues avec les yeux mobiles, je pense que j'ai dû faire 4 ou 5 versions pour arriver à un truc qui marche, qui soit robuste et tout ça. Ouais, et sinon, ça t'aurait pris Ouais, effectivement c'est ça, tu beaucoup vois, si plus de j'avais une temps. semaine de fonderie à chaque fois, j'avais déjà plus d'un mois de délai. Alors C'est que là, je ça. peux faire un truc, je le coule le lendemain, je regarde comment c'est, si ça me plaît pas, je le Ouais, refonds. c'est vraiment un Ouais. luxe incroyable. Surtout que pour les Et bon, prototypes, je réutilise l'argent à l'infini, je m'en fiche qu'il soit contaminé, si c'est juste pour des prototypes, tu vois. exactement. Donc c'est Mais bon, vraiment du génial, coup, quoi. 24 heures, c'est pour une bague où il n'y a pas de
pierre, où il n'y a pas de Ouais. sertie. Oui, oui, Mais bien sûr. comment tu fais le serti? Est-ce que tu fais toi-même? Ou est-ce que tu te fournis pour les pierres? Est-ce que tu les tailles? Enfin, raconte-nous sur ce niveau-là. Ouais, Comment alors tu fais? le certissage pour l'instant c'est pas du tout mon point fort, mais je suis justement en train de me former à mort là. Je me suis beaucoup équipé ces derniers temps pour ça, parce que c'est vraiment un truc enfin, sur lequel j'ai envie de monter en puissance. Il y a Et qui tellement de choses à faire t'intéresse? avec les pierres, ouais. Et j'ai envie de le faire moi-même, comme tout le reste. Je travaille pas énormément avec les pierres pour l'instant. C'est pas trop ton univers, ouais. Je sais pas, ouais, c'est pas forcément le truc qui m'éclate le plus. J'achète un peu, enfin, j'achète là où je trouve le premier truc qui convient et que je Oui, recherche, tu voilà, en vois. termes de qualité, Ouais, en surtout termes que de j'ai des sculpture. trucs assez particuliers, tu vois, par exemple, les yeux, ils sont faits avec des perles de pierre qui ont besoin d'avoir un diamètre exactement nickel par rapport à mes modèles. Donc déjà, en général, quand je trouve pile la pierre que je veux, de bonne qualité, dans la dimension que je veux, je l'achète et c'est un peu la fin de l'histoire. Après, Et pour c'est les... quoi, du coup, la pierre que tu utilises, c'est-à-dire? Alors, le modèle original, c'est des onyx, mais après, je la décline j'ai déjà Oui. fait avec plein de pierres différentes. Je l'ai fait en rubis, en saphir, en émeraude. Voilà. Comment elle marche alors, cette bague Blinking Cat ou Automate? Ça, c'est le même système? Ouais, exactement. Alors en fait, bah, le système de base, il est tout bête, c'est le même système que dans les anciennes poupées en porcelaine. Ça a l'air magique comme ça, mais c'est ça que je trouve génial là-dedans en fait, c'est qu'à l'intérieur, c'est un simple balancier qui tourne autour d'un axe. C'est un système qui est vieux comme le monde, qui est pas très compliqué. Par contre, la grosse galère, ça a été de l'adapter en tout petit, de le faire rentrer dans même pas 1 centimètre d'épaisseur, quoi. Et surtout que ça marche, que ce soit fluide et que ce soit robuste. Donc en fait, le système en lui-même est très très simple. Mais par contre, ouais, je crois que j'ai passé peut-être 3 ou 4 mois au moins à faire quasiment que ça avant de me lancer, avant l'époque où j'ai ouvert ma boutique sur Internet, et à m'arracher les cheveux pour trouver un moyen que ce soit parfait. Et j'ai fini par trouver après pas mal d'expérimentations. Et voilà, aujourd'hui, je suis fier d'avoir un système qui En marche fait, c'est super ça, bien. c'est les yeux qui s'ouvrent et qui se Ouais, referment. voilà, c'est ça. En fait, les yeux, c'est des perles de pierre sur lesquelles enfin, que je sertis dans des sortes comme des espèces de petites cuillères, tu vois, en argent, avec un petit contrepoids à l'intérieur. Et tout ça tourne sur un axe en corde à piano inoxydable, qui sont le même métal qui est utilisé pour faire les ressorts sur certains bracelets et tout ça, tu vois. Et du coup, c'est très très fin, ça glisse bien. C'est quand même un système qui est pas si complexe, mais pour le rendre petit et qui Ouais, marche, ça, c'était c'est compliqué. ça. C'était super compliqué. Honnêtement, j'ai failli abandonner plusieurs fois. Ça aurait été dommage. Ouais, mais franchement, ça rend fou hein, quand on est tout seul à faire un truc comme ça et tout, et que tu vois, j'ai passé des journées entières à essayer d'avancer et à juste casser en faisant des erreurs ce que j'avais fait la veille. Enfin, c'était vraiment super dur. Mais je suis hyper content d'avoir tenu bon parce que au final, moi, je les adore ces bagages, je les porte tous les jours. Et celles qui se vendent le plus et tout. Et tout, moi, je me merveille encore un peu devant. Et à chaque fois que j'en vends une à un client, j'adore voir les gens découvrir. Ils les regardent pendant 3 heures, ils jouent avec et tout. Et moi, je Bah, trouve ça c'est vrai que c'est génial. assez exceptionnel. Voilà. C'est Et une vraie innovation, quoi. bah, pour moi, c'est pas une vraie innovation au sens où j'ai repris un système existant. Si, c'est une innovation de bijoux, quoi. Ouais. Parce qu'on l'a pas vu. Et d'ailleurs, est-ce que tu travailles sur d'autres innovations ou pas pour le moment? Ou Alors, t'as des idées? oui et non. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'idées farfelues. Moi, de toute façon, le truc qui me motive, c'est de pas faire comme tout le monde. Je veux dire, je suis pas là pour faire la même chose que mon voisin. Ça a aucun intérêt, tu vois, j'aurais l'impression de perdre mon temps. Et du coup, j'ai plutôt tendance à partir dans des extrêmes et un peu comme avec ces bagues avec les yeux, à me casser la tête pour faire un truc super original et Au moins, tu sais vraiment que tes assumé, quoi. clients, ils vont pas pouvoir l'acheter dans la bijouterie d'à Ouais, côté, c'est quoi. ça. Mais d'ailleurs, en parlant des clients, c'est génial parce que du coup, enfin, tous mes clients, c'est des gens qui comprennent, tu vois, cet Oui, c'est élan-là de quoi faire un peu des... alors tes clients? Alors, c'est super marrant, il y a de tout, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a un peu deux types de clients. Il y a vraiment les clients qui portent des bijoux, qui portent beaucoup de bijoux, et qui craquent sur ces modèles-là. Et c'est toujours marrant qu'ils me racontent comment ils la regardent plein de fois sur Internet pendant des semaines et qui finissent par craquer et l'acheter et tout. Enfin, c'est rigolo. Donc une grosse partie c'est ça, des clients qui portent beaucoup de bijoux déjà en argent en général, qui aiment ça justement parce que ça tranche exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles moi j'ai commencé, tu vois, qui ont déjà pas mal de bijoux, mais tu vois, tu tournes un peu en boucle autour des trucs biker, ethniques, minimalistes et tout, et ils voient ça, ça sort du lot et ils aiment bien. Souvent c'est des gens qui portent beaucoup de bagues déjà et qui aiment bien compléter avec un truc très Et il différent. y a un peu des femmes ou non? Alors ça dépend énormément des pays. Au début, je vendais principalement en France, principalement à des hommes, mais depuis que j'ai une clientèle aussi en Angleterre, pas mal, aux États-Unis, en Allemagne aussi, c'est à peu près moite-moite dans ces pays-là. C'est assez intéressant de voir la différence de clientèle entre ces différents pays. J'ai quand même l'impression qu'à l'étranger, dans ce pays-là en particulier, plus qu'en France, il y a vraiment un gros développement des styles un peu alternatifs
et beaucoup chez les femmes. Et voilà, c'est des personnes qui s'intéressent pas mal à mon travail et avec qui j'ai beaucoup d'échanges. Donc voilà, c'est très variable suivant les pays. Et l'autre type de client, alors ça c'est marrant parce que c'est des gens que j'attendais pas du tout, mais c'est des collectionneurs d'art en fait. Des gens de tous âges qui ont... J'ai un client qui a plusieurs galeries d'art et tout ça, qui porte un peu de bijoux, mais pas forcément beaucoup, et qui voit vraiment mes créations comme des œuvres d'art en gros, et qui les collectionne. Alors c'est très marrant parce que du coup j'ai pas du tout la même relation avec les deux types de clients. Il y a vraiment des gens qui me voient comme un bijoutier, et qui me parlent comme un bijoutier, on voit les détails, la taille, les machins, qui ont l'habitude. Et ces autres clients-là, avec qui j'ai beaucoup plus d'échanges sur ma démarche, sur pourquoi je fais ça et tout. Et moi je trouve ça génial d'avoir les deux. Et je me sens hyper à ma place, pile entre les deux mondes de l'artisanat et de l'art. Et je trouve ça très très bien d'avoir voilà, ces deux types de clientèle, quoi. Et du coup, les clients collectionneurs, tes bijoux, donc ils sont pas portés, ils sont plus exposés. Ils les portent de temps en temps, tu vois, Un mais peu comme on va avoir une collection de montres et pour telle ouais, occasion, on va mettre telle montre. exactement. Et franchement, j'en suis super honoré et ça me fait vachement plaisir, quoi. Et du coup, ça, c'est voilà une partie de ton travail qui te fait plaisir, le moment de la découverte de ton bijou par le Ouais. client. Est-ce que c'est ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Et qu'est-ce que tu es le plus doué? Ah, c'est une bonne question. Je crois que ce que je préfère dans mon métier, c'est quand j'ai fini un bijou et que je suis content. Bah, surtout mes modèles qui sont compliqués, c'était compliqué à designer, à prototyper, mais honnêtement, c'est encore beaucoup, beaucoup de travail aujourd'hui de les produire à chaque pièce. Honnêtement, ça représente plusieurs jours de travail, quoi. Et donc il y a des moments où c'est assez douloureux quand ça se passe pas comme je veux. Et voilà, quand j'arrive à la fin, que le truc est nickel, qu'il fonctionne bien, qu'il est parfaitement poli, que j'ai plus qu'à le mettre dans sa boîte, là, c'est vraiment le moment où je suis le plus heureux, quoi. Et après, évidemment, le moment où j'ai les retours des clients, qui pour l'instant, heureusement, ont toujours été super contents, mais c'est dingue. C'est-à-dire que moi, je mets vraiment beaucoup d'amour et énormément d'énergie dans ce que je fais, Bah, ça se et je suis ressent du hyper coup. content parce que j'ai vraiment un retour qui est équivalent. Tu vois, là, j'ai livré un bijou à un client en début de semaine. Il m'a écrit le soir même enfin, le soir où je l'ai livré pour me remercier et tout. Et encore hier, il m'a renvoyé un message, tu vois, en me disant ah, plus je la regarde, plus je suis content et tout, c'est vraiment génial, merci beaucoup. Enfin, tu vois, c'est hyper génial et moi, ça me donne une énergie pas possible pour faire des nouveaux trucs, pour aller plus loin et tout. Et Ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas dans ton bah ancien ouais, non, mais métier. pas du tout, pas du tout. Dans mon ancien métier, j'étais bon dans ce que je faisais, mais je sais pas si c'est le secteur ou si c'est les gens avec qui j'ai travaillé, mais il n'y avait pas du tout la même passion. Et puis, tu vois, être ingénieur, c'est un côté génial, c'est un côté magique aussi. Tu peux voir de la magie dans tout. Je veux dire, construire un immense pont, c'est artistique. Envoyer des fusées dans l'espace, c'est génial, ça fait rêver aussi, c'est poétique. Mais il y a quand même toujours ce côté hyper fonctionnel, la rigueur de l'aspect très corporate, business, les questions de budget, de machin. Enfin, tu vois, c'est ça. Il y a toujours un truc hyper terre à terre, puis un rythme qui est pas le même. Quand je faisais du génie civil, j'avais déjà, je pense, cette ambition, enfin cette aspiration artistique. Je sais pas, pour moi, quand tu vois un ouvrage comme, je sais pas, le viaduc de Millau, des trucs comme ça, enfin, tu vois, c'est incroyable. Mais la réalité du travail derrière un projet comme ça, c'est des années et des années où tu bosses sur un ordi, tu vois, toute la journée à faire des plans, des machins, des réunions. Parfois, tu peux bosser 3 4 ans sur un appel d'offres, un projet, qui à la fin, ta boîte va même pas gagner. Donc, tu peux passer des années à bosser sur un truc que tu vas même pas réaliser derrière. Ça, c'est Il y a des gens horrible. qui ont la ténacité de faire ça et franchement, je les admire à mort, quoi. Sur des gros projets d'ingénierie, tu as des gens dans leur vie, en 40 ans de carrière, ils font 4 ou 5 projets, tu vois. Voilà, mais j'ai même pas 30 ans, j'ai déjà fait plusieurs métiers, j'ai l'intention, je pense, d'en faire d'autres dans ma vie plus tard. Alors après, il y a un équilibre à trouver, faut pas non plus papillonner parce que c'est dommage de changer trop souvent sans avoir le temps d'aller au bout des choses. Là, je pense Puis que pour j'ai... être forte dans quelque chose, il faut quand même un peu travailler. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pas pour rien que je me suis arrêté sur la joaillerie parce que c'est vraiment pour le coup un secteur qui est infini. Si tu veux maîtriser toutes les techniques, enfin, je sais même pas si c'est possible en fait. Il y a tellement de choses je sais pas, entre les mailles, les sertis, la gravure, la sculpture, c'est incroyable quoi. Et je pense que ouais, je crois que c'est le premier secteur sur vraiment lequel je me casse les dents, où j'arrive pas à faire un bon tour, on va dire, en quelques mois. Et voilà, là je sens que pour des années j'ai de quoi m'éclater. Enfin, ouais, c'est génial quoi. J'ai pas mal réfléchi au pourquoi ça et pas autre chose, parce que c'est vrai qu'a priori, pour moi, tout est passionnant. C'est-à-dire que je pourrais aussi bien faire effectivement des fringues, des objets, de la poterie, je sais, enfin n'importe quoi. Parce que c'est vrai que la richesse qu'il y a en bijouterie, en fait, elle existe aussi dans plein d'autres secteurs. Si j'ai fait ça, ça correspond à pas mal de choses. Je pense qu'il y a deux choses principales. Déjà, ça correspond carrément à un imaginaire que j'avais quand j'étais petit. Tu vois, quand j'étais petit,
Je rêvais un peu des forgerons et des trucs comme ça. J'avais vraiment un truc autour du travail du métal, tu vois. C'est con, mais j'adorais les nains dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, les mines et machin, les trucs, je trouvais ça génial. Enfin, ça me faisait hyper rêver. Donc déjà, je pense que ça m'a vachement conduit à avoir ce goût de travailler sur les matières nobles et tout, je trouve ça génial. Et après, pour moi, il y a un truc vraiment hyper, hyper important et hyper primitif dans les bijoux, au même titre que les tatouages d'ailleurs. C'est-à-dire que tu prends les momies qu'on a retrouvées, genre Otzi, tu vois, les mecs préhistoriques qu'on a retrouvés congelés dans la montagne, ils avaient déjà des tatouages et des objets rituels et des bijoux et des machins. Et je pense que c'est un truc vraiment hyper fondamental pour l'homme et pour la femme, Puis ça reste. de montrer à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur, soit par les tatouages, soit par les vêtements, soit par, je sais pas quoi, la coiffure, peu importe. Mais pour moi, les bijoux, il y a ce truc hyper fort de pouvoir exprimer ça, et en plus de pouvoir le transmettre. Moi, j'adore le côté un peu immuable. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, quand je te disais que j'avais passé beaucoup de temps à prototyper mes bagues, souvent la question qu'on me pose quand les gens voient ce système-là, ils me demandent, mais c'est pas trop fragile et tout. C'est vrai que ça a l'air tout léger, tout frêle et tout. Et en fait, c'est là que j'ai passé énormément de temps. Parce que moi, je veux vraiment, je design tous mes bijoux pour qu'ils soient hyper solides, pour qu'ils durent le plus longtemps possible et tout. Ça me ferait hyper mal au cœur qu'on porte un de mes trucs pendant quelques mois et qu'ils soient abîmés. Donc je design toutes mes bagues. Bon, évidemment, si tu la fais tomber par terre, elle sera rayée, c'est toujours la même histoire. Mais Faut je quand même design en tout prendre pour que ce soit soin. vraiment Mais robuste, que ce soit de la super bonne qualité. Et encore une fois, le fait de tout produire moi-même, de pouvoir faire des tests très rapidement, ça m'est arrivé de faire quelques erreurs, de pouvoir reproduire une pièce très rapidement. Voilà, ça c'est un gros avantage et je pense que ça contribue vachement à la qualité aussi des trucs que je fais, quoi. Le milieu d'où je venais d'ingénieur, c'était un milieu hyper masculin. Et alors, de un, ça n'a pas été du tout facile pour moi d'assumer de commencer à faire des bijoux, tu vois. Enfin, tu vois très bien le genre de moqueries et de conneries qu'on a pu me dire. Et j'avais un peu tout contre moi, tu vois. J'avais en gros bah, déjà quitté cette espèce d'imagination de la super carrière toute tracée, bien payée, avec des responsabilités, je sais pas quoi, enfin, tu vois, le modèle cliché. Il y avait de sortir d'un truc hyper masculin pour aller vers un truc qui est beaucoup plus féminin. Mais d'ailleurs, enfin, ouais, je trouve ça hyper dommage, bah, quoi. surtout qu'en La plus, bijouterie. c'est absolument pas féminin en termes de travail. Et en termes, toi, artistique, Ouais, pour le moment, c'est pas encore exactement, féminin. exactement. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que dans l'histoire du bijou, c'est plutôt une grosse anomalie que les hommes portent pas de bijoux. Moi, je trouve ça. J'ai pas très bien compris comment ça s'était passé, mais. D'ailleurs, c'est pas comme ça dans toutes les cultures, hein. Ouais, exactement. Mais moi, ça m'énerve. Il y a encore des gens aujourd'hui qui me disent: Ah, ça y est, t'es avec tes bagouses, machin, tu vois, et qui se foutent un peu de ma gueule. Mais je trouve ça hallucinant parce que je veux dire, en fait, ouais, ça fait un siècle à peu près que la bague pour homme c'est devenu désuet. Je veux dire, au 19e siècle, t'avais tous les dandys, même, enfin, t'as la fameuse histoire. Le diamant, à l'origine, c'était les rois qui les portaient, c'est la maîtresse de je sais plus lequel qui en a voulu un, et c'est comme ça Bah, que c'est rien devenu un que les truc de femme. Mais couronnes. ouais, ouais, il y a un truc qui m'a beaucoup lancé en fait. Ah, je vais lancer un petit hommage à Yves Gastou, qui est décédé, le pauvre. J'ai son bouquin là-bas de l'exposition, je sais pas si tu as vu cette exposition. C'était une exposition de bagues d'hommes, justement, qui était à l'école Van Cleef, avec une énorme expo de bagues que d'hommes, de toutes les cultures et de toutes les périodes différentes. Et moi, ça m'a ultra motivé quand cette expo-là, elle est arrivée juste au moment où je commençais à réfléchir à faire ça sérieusement. Et c'était hallucinant parce que tu avais toutes les bagues des évêques, des bagues énormes en or avec des émeraudes, enfin un truc qu'aucun mec oserait porter aujourd'hui, mais qui à l'époque c'était totalement normal, quoi. Ah, Toutes les c'est bagues de incroyable. bikers, les bagues antiques, les trucs africains hyper extravagants, enfin ça c'est un truc moi auquel je réfléchis beaucoup. C'est-à-dire que je trouve que c'est hyper standardisé quand même la manière dont on conçoit les bijoux aujourd'hui en Europe, enfin en France, je sais pas pour le reste, mais c'est quand même toujours très bague, pendentif, boucle d'oreille, collier. Et grosso modo, ça s'arrête en général là, quoi. En fait, il y a plein d'autres choses à faire. Alors, il y a quand même pas mal de marques qui font des trucs différents, mais moi, j'ai vraiment envie, toujours dans cet élan de faire des trucs différents, nouveaux et tout, de faire d'autres choses, et même pourquoi pas de faire des objets, tu vois, vraiment quasiment des objets d'orfèvrerie, pas forcément des choses qui se portent. Enfin voilà, d'aller explorer un peu tout ça, quoi, de sortir du cliché, de catalogue, et tu vois, qui est un peu toujours le même, quoi.